Donc il s'agissait d'une jeune patiente de 26 ans, primipare, que j'ai rencontrée pour la réalisation de sa choriosynthèse, puisqu'elle avait sur l'écho du premier trimestre une clarté de nuque qui était augmentée et des marqueurs sériques à 1/10 avec une papa à 0,14. Donc le cariotype était normal, un petit garçon. Et compte tenu de tout ça, donc on avait réalisé une écho précoce à 18 semaines, sur laquelle on avait pu voir des anomalies au niveau des deux mains avec une polydactylie préaxiale, la présence de 2 images hyperéchogènes au niveau cardiaque et un doute sur son profil. Donc j'avais contacté Sarah Amat et elle avait réalisé l'échographie de référence à 21 semaines. Elle retrouvait donc toujours ces 2 images intracardiaques, la présence de cette polydactylie avec un pouce triphalangé et un profil effectivement qui lui avait aussi attiré l'œil. Par ailleurs, elle avait déjà commencé à se poser des questions sur cet écho, sur la position de la moelle et le sphincter de ce bébé. Donc on en discute au staff et puis on réalise une échographie un peu plus tard, 3 semaines plus tard, à 24 semaines, donc qui confirme toujours cette polydactylie préaxiale avec ce pouce triphalangé qu'on voit ici. On avait par ailleurs effectivement donc ce profil qui était pathologique avec un angle facial supérieur qui était mesuré à 146 degrés et un angle facial inférieur qui était normal. Sur cet écho, donc, on pouvait confirmer l'insertion basse de la moelle au niveau de S1 et l'absence de complexe sphinctérien visible. Par ailleurs, on avait également des anomalies au niveau du rachis sacré avec un écartement très atypique au niveau des dernières vertèbres sacrées et sur la reconstruction, très probablement S1, S2 et une partie tronquée au niveau de S3. Elle avait eu dans le même temps une échographie cardiaque qui avait confirmé donc que le cœur avait une structure normale et un petit doute sur une CIV millimétrique. Donc les hypothèses, c'était soit une association Vacterl sur les anomalies du rachis sacré, l'atrésie anale et des soucis au niveau des membres, ou un syndrome de Townes-Brocks. Donc le Townes-Brocks, on l'avait évoqué notamment sur l'imperforation anale, qui est dans cette triade, des anomalies des pouces qui ont des pouces triphalangés ou une polydactylie, et dans ce syndrome, on a aussi des anomalies au niveau des oreilles, avec des nodules prétragiens ou des anomalies au niveau de la partie supérieure de l'hélix, ce qu'on n'avait pas chez notre fœtus. Donc le Townes-Brocks, on ne connaît pas sa prévalence du fait de la confusion avec les signes qui sont dans le Vacterl. Par contre, le gène, il est connu, c'est SAL1 qui est sur le chromosome 16. Dans le Townes-Brocks, on peut avoir d'autres choses qui en font le pronostic péjoratif, à savoir une insuffisance rénale qui est présente dans quasiment 30% des cas, qui peut être terminale, des cardiopathies parfois sévères et dans les papiers un retard mental qui semble quand même en pratique un peu surestimé. C'est plus des enfants qui ont des soucis liés à la surdité potentielle. Donc on poursuit les investigations, je la ponctionne à 25 semaines pour faire les recherches de mutation de SAL1 et une CGH arrêt. Et elle a un peu plus tard une IRM réalisée par Bernard Broussin qui confirme bien que la moelle est située en S5, qu'il n'y a pas d'autre anomalie sur cette moelle et que le cerveau est conforme pour le terme. Le scanner osseux, il est réalisé à 28 semaines, il confirme la polydactylie, l'absence d'anomalie des os longs et une agénésie sacrée partielle, puisqu'on a probablement S1, S2 et une partie tronquée à partir de S3. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu plus facile après le congrès. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Agatha Christie, donc de cette association, polydactylie, agénésie sacrée partielle, moelle attachée basse, malformation anorectale et profil plat. Alors, on a eu une partie quand même de l'énigme résolue par la CGH arrêt, puisque ce fœtus était porteur d'une délétion de 2,7 mégabases qui est située sur la portion terminale du chromosome 7 et dans cette portion délétée, il y a des gènes pathogènes qui sont MNX1, qui est le gène impliqué dans le curarino, et qui sont DNAJ-B6, qui est impliqué dans la dystrophie des ceintures, qui est une dystrophie qui débute en général à l'âge adulte, mais parfois dès 20 ans, et qui peut aller jusque la perte de la marche. Donc je ne savais pas ce qu'était ce syndrome de Curarino avant ce cas. Donc j'ai cliqué sur ma Bible électronique et on trouve sur le site du collège des présentations qui parlent du Curarino, notamment celle-ci, donc, qui a été faite par Célia Crétol, qui est chirurgien pédiatrique au MAREP, et Patricia Ornois, de laquelle j'ai tiré les informations donc, de cette séquence de Curarino dont on a déjà parlé, donc je vais revenir très brièvement.
Donc au départ, c'est décrit comme une triade en 81, sauf que depuis les papiers qui sont sortis de la série de Necker, on sait que c'est probablement plus qu'une triade, puisque en plus de la génésie partielle du sacrum avec un respect de S1, on a une malformation de l'intestin terminal avec en général une sténose anorectale et une constipation qui est le plus souvent dans 100% des cas. Une tumeur présacrée qui peut être soit une méningocèle, soit un tératome. Et dans la série de Necker, on a 70% d'anomalies de la moelle qui est basse avec un phylum court, plus ou moins associé à des lipomes qui peuvent être intra- ou extracanalaires et parfois des cavités syringomyéliques. Pour les filles, on parle même de pintade puisqu'on a assez souvent des anomalies des dérivés mullériens. Donc le couple était demandeur d'informations sur ce syndrome de Currarino, donc j'ai contacté Célia Crétol, je lui ai envoyé l'intégralité du dossier et elle a pu donner cet avis au couple, donc à savoir que la génésie sacrée en soi, donc ça pose pas de problème. La moelle attachée basse, c'est un petit peu plus compliqué du fait de l'attraction sur la moelle sous-jacente avec une incidence possible sur le fonctionnement de la vessie et du sphincter vésical avec des risques à terme sur la fonction rénale. Si cette vessie se vide mal, il faudra chez les enfants des hétérosondages 5 à 7 fois par jour. Et malheureusement, on n'a pas d'indicateur en anténatal sur le fonctionnement de cette vessie. Il y a toujours un possible retentissement sur l'atrophicité des membres inférieurs et un ralentissement du transit qui peut être lié à cette moelle attachée basse. Pour ce qui était de l'anomalie anorectale, donc on n'avait pas de visualisation de sphincter, donc ça impliquait qu'il y ait forcément une chirurgie avec un risque d'incontinence fœtale qui est aggravé par la moelle attachée basse. Dans notre présentation, nous n'avions pas d'image présacrée, mais on sait qu'elle peut apparaître plus tard et les enfants sont suivis jusqu'à au moins 3-4 ans. Et quand on a des tératomes, on a donc un risque de dégénérescence d'environ 1%. Elle a rappelé au couple que c'était un cas assez atypique puisqu'il n'y a pas de polydactylie associée dans sa série au syndrome de Currarino et qu'il fallait toujours se méfier d'anomalies de possibles associations avec l'holoprosencéphalie. Elle a effectivement dans sa série des enfants qui ont un Currarino et une holoprosencéphalie puisque Sonic Hedgehog est juste localisé pas très loin de MNX1. Après réflexion, donc, le couple était demandeur d'une interruption médicale de grossesse qui a été réalisée avec un examen fétopathe que je vous montre, donc, qui retrouvait des fentes vertébrales qui étaient localisées au niveau cervical et au niveau thoracique, des ponctuations tarsiennes. Au niveau du sacrum, donc, on avait ces images avec très probablement S1, S2 et puis une partie tronquée en dessous de S3. Donc ça, c'est les dernières images qu'on avait pu faire à 27 semaines où on voyait effectivement la perte de linéarité au niveau du rail qui correspondait très probablement à cette zone ici et un sacrum effectivement en forme de faucille. C'est un enfant qui était par ailleurs dysmorphique, avec un hypertolorisme, avec effectivement un profil relativement plat, avec un angle qui était calculé à 147 degrés. Et comme on avait pu le voir dès l'accouchement, on avait un enfant qui n'avait pas de sténose, puisqu'il avait effectivement un anus qui était discrètement rétroposé, mais qui était perméable. Donc ça, c'est l'image qu'on avait fait à 27 semaines, avec, moi je trouve, au niveau du périnée, quand même, l'absence de complexe sphinctérien visible, même si en reprenant secondairement, on pouvait se douter qu'il y avait au moins un canal anal. Au niveau de la moelle, donc elle était effectivement attachée basse, elle descendait jusque-là, dans une zone où d'habitude on n'a que des racines, et Célia Crétol nous avait demandé d'attacher une attention particulière à la région présacrée et de la prélever. Et effectivement, on a retrouvé une petite masse qui est là, qui faisait 5 mm et qui correspondait à une ectopie de tissu neuroglial. Alors, pourquoi cet enfant avait une polydactylie ? Notre hypothèse a été de dire qu'il avait probablement une anomalie, aussi une mutation au niveau de LMBR1. Et LMBR1, les phénotypes associés quand on a des anomalies, ça peut être notamment un syndrome polydactylie pouce triphalangé avec des phénotypes qui sont tout à fait correspondants aux nôtres, où on avait donc un pouce triphalangé et une duplication du premier métacarpe. Donc en conclusion, ce fœtus était porteur d'un syndrome de Currarino très atypique, déjà dans sa présentation. Donc c'est des parents qui n'avaient aucun antécédent et qui ne sont pas porteurs de cette délétion, avec l'absence d'anomalie rectale. La mutation de LMBR1, elle est probablement responsable de cette polydactylie. Et le profil plat, notre hypothèse, c'est qu'effectivement LMBR1 joue aussi sur l'expression de Sonic Hedgehog. Et on sait que dans Sonic Hedgehog, on peut avoir, quand on a des anomalies, des holoprosencéphalies microformes avec un profil plat. Alors moi, ce que j'en ai retenu en tant qu'échographiste de dépistage, c'est que effectivement, si on a une anomalie au niveau du sacrum, il faut aller absolument vérifier la hauteur de la moelle et le complexe sphinctérien. Et dans notre cas, donc les parents bénéficiaient d'informations complètes en passant par le MAREP.
Pour le folklore, donc je vous dis le mot de fin en basque, Zure entzute agatik. Merci de votre attention.